Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 2 décembre. Voici les titres de ce journal. Les pêcheurs se sont fait entendre. Le Premier ministre a en effet promis de les soutenir. Une annonce qui fait suite au rassemblement de plus de 400 professionnels du secteur ce mardi à Nantes. C'est déjà Noël pour les professionnels, notamment pour les producteurs de foie gras. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'activité a déjà doublé. Enfin, découverte des coulisses du championnat de France d'oiseaux d'élevage. La compétition débutera demain aux herbiers. Avant ça, ces spécimens sont installés et préparés avec le plus grand soin par leurs propriétaires, vous le verrez. Et on débute donc avec la colère des pêcheurs. Plusieurs centaines de professionnels du secteur ont manifesté ce mardi à Nantes. Ils ont en effet profité de la venue de Manuel Valls pour se faire entendre. Les pêcheurs de la région réclament le maintien des quotas pour 2015. Reportage de Pierre Dalicieux sur place. Une quinzaine de bateaux qui remontent la Loire en signe de protestation. Noël en faisait partie. Ce pêcheur de Noirmoutier a fait le déplacement par solidarité envers les collègues et surtout, comme eux, montrer son ras-le-bol. C'est symbolique, c'est pour faire voir qu'il y a encore des bateaux de pêche et que là c'est juste un moment de protestation. On est très gentils aujourd'hui et qu'on peut montrer qu'on peut se déplacer et foutre vraiment le bordel comme si on nous met en colère. Et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut continuer à travailler, on veut vivre de notre métier. En cause, selon eux, la baisse injustifiée des quotas de pêche par Bruxelles. La sole, l'espèce phare de la Vendée, représentait en 2007 4600 tonnes autorisées sur l'ensemble de la zone golfe de Gascogne. En 2014, les quotas ont été réduits à 3800 tonnes et devraient pour 2015 être encore revus à la baisse de 10%. Aujourd'hui, les pêcheurs ont le sentiment de ne plus être écoutés. On diminue les quotas sans études, sans rien, sans la réflexion des marins, parce qu'on est les premiers, on est les sentinelles de la mer, nous les marins. On sait quand il y a ou quand il n'y a pas, quand il va y avoir, quand il n'y a plus de poissons, on sait faire, nous. On n'a pas besoin des politiques pour faire ça. C'est toute la filière ici qui est concernée. Aujourd'hui, les responsables sont venus rencontrer, entre autres, le ministre de la Pêche, Alain Vidalis, pour lui demander de faire entendre leur voix au niveau européen. On veut bien respecter les obligations européennes, on les comprend, les exigences, mais par contre, on ne peut pas tout accepter et que l'État français nous donne un coup de main justement à ce que ça se passe le mieux possible. Manuel Valls, présent aujourd'hui à Nantes, a annoncé que la France défendra les quotas de pêche pour 2015. Des quotas décidés au niveau européen les 15 et 16 décembre prochains. Et avant les pêcheurs, ce sont les défenseurs de l'A831 qui espéraient rencontrer le Premier ministre. Élus et chefs d'entreprise de Vendée et de Charente-Maritime se sont donc rendus à Nantes hier, mais personne ne les a reçus. Pour la délégation, cette situation est un désaveu et relève l'embarras de Manuel Valls concernant l'avancée du projet de cet axe qui doit relier, je vous le rappelle, Fontenay-le-Comte à Rochefort. À l'heure où les lieux publics se mettent aux couleurs de Noël, une crèche a-t-elle sa place dans le hall du Conseil général ? Eh bien, le tribunal administratif a tranché et la réponse est non. Cette affaire fait suite à la plainte déposée par la Fédération de la libre pensée qui se bat pour le respect de la séparation de l'Église et de l'État. Cette crèche de la Nativité est évidemment un emblème religieux et qui contrevient, à notre sens, à la loi de 1905 qui dit que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Donc à partir de là, il y a un deuxième article, dans son article 28, de la loi de 1905 toujours, qui dit qu'on ne peut ériger aucun emblème religieux dans l'espace public, sauf s'il s'agit de musées, expositions, etc. Et de son côté, le Conseil général de la Vendée fait appel du jugement et tient à préciser que le respect de la laïcité n'est pas l'abandon et la coupure avec les racines culturelles. Fin de citation. Au chapitre économie à présent, on le sait, la conjoncture est très difficile pour les entreprises et pourtant, malgré ce contexte, certaines continuent d'investir à l'image du groupe Bouygues. L'entreprise de Saint-Hilaire-de-Voust travaille dans le secteur de la haute technologie, notamment pour l'aéronautique. Et pour être toujours plus compétitif, 13 millions d'euros ont été injectés sur ces 3 dernières années. Alors en quoi consistent ces investissements ? Reportage de Carl Laboureux.
Ce fut l'un des premiers ateliers flexibles en France dans les années 90. Plus de 20 ans après, la société Bouygues reste à la pointe de la technologie avec cet autre atelier flexible, nouvelle génération, le plus important installé en Europe par le constructeur japonais Moriseki. Un système de fabrication qui permet d'automatiser la production et donc d'augmenter la productivité. De façon conventionnelle, quand la pièce peut être en réglage, par exemple, qui peut durer plusieurs heures, qu'est-ce qui se passe pendant cette partie-là? On n'est pas nécessairement en capacité de pouvoir continuer de produire. Avec ce type de système, on arrive à optimiser le temps d'occupation d'une machine. L'objectif étant de permettre de produire tout en préparant l'ordre de fabrication suivant. Mais rester à la pointe de la technologie nécessite d'importants moyens financiers surtout. 3,5 millions d'euros ont été investis dans cet atelier flexible, auquel s'ajoutent d'autres investissements réalisés ces 4 dernières années, pour un total de 12,8 millions, soit la moitié du chiffre d'affaires annuel. Des investissements conséquents donc, d'autant plus en cette période de crise, mais c'est grâce à eux que la société compte bien améliorer la conjoncture. C'est un investissement qui était nécessaire, c'est un investissement de capacité, mais c'est aussi un investissement de renouvellement, un investissement pour prendre des pièces toujours plus techniques et pour répondre aux besoins de nos clients. Il y a une volonté de continuer de grandir effectivement dans le domaine aéronautique, de prendre de nouveaux marchés et d'augmenter en technicité sur nos propres marchés. La société Bouygues enregistre actuellement un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Son objectif est d'atteindre les 30 millions à l'horizon 2017, en passant notamment par un développement à l'export. Le Team Europcar évoluera-t-il parmi l'élite mondiale du cyclisme l'année prochaine? Eh bien, la réponse n'est pas encore certaine. Le budget de l'équipe vendéenne n'est en effet pas encore bouclé. Le dossier Europcar est désormais entre les mains de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui devra donc trancher sur le sort de l'équipe. Réponse entre le 8 et 10 décembre, où l'on connaîtra alors la liste des 18 équipes retenues pour évoluer dans le World Tour. Et dans le même temps, le manager de l'équipe vendéenne va devoir trouver un autre sponsor, puisqu'on sait déjà que Europcar ne poursuivra pas le partenariat après 2015. Et l'avenir est en revanche plus certain pour Vincent Rioux. Le skipper sera bien sur la ligne de départ du Vendée Globe en 2016 et surtout, il y participera à nouveau sous les couleurs de l'entreprise vendéenne PRB. Jusqu'à cette officialisation, on ne savait pas si elle souhaitait se réengager dans cette course autour du monde. Eh bien, c'est chose faite et l'entreprise y signe doublement puisque dans le même temps, le groupe et le navigateur annoncent leur première participation au Tour de France à la voile. Rappelons que PRB sponsorise des skippers du Vendée Globe depuis 1992. On va parler de Noël à présent. Le décompte est lancé notamment pour les professionnels concernés par ces fêtes de fin d'année. Car avant même que vous n'ayez choisi le menu de votre réveillon, l'activité des producteurs de foie gras notamment s'intensifie au fil des jours. Reportage de Grégoire de Châtillon dans l'unique ferme du genre dans le nord du département. Ici, à la ferme des Pas de Lille, les journées sont bien remplies. La petite structure familiale abat chaque semaine 90 canards qu'elle prépare soit en foie gras mi-cuit ou bien en foie gras cru. Les commandes arrivent tous les jours maintenant. Elles vont s'accentuer jusqu'à la veille de Noël. On va dire qu'on a des commandes jusqu'au dernier moment. Donc pas de temps à perdre avec, pour les foie gras mi-cuits, l'étape incontournable du déveinage. Vous voyez, la veine, elle vient au milieu du foie comme ceci. Et elle se détache toute seule, alors elle fait vraiment toute la longueur du foie. Là, donc, la tache du canard est ici. Donc là, c'est pareil, il suffit d'enlever, de gratter un petit peu autour du foie. Pour le foie gras cru, depuis 10 ans, la demande, elle, a explosé. Je suppose que c'est le développement des émissions de cuisine ou l'envie des gens de cuisiner leur foie eux-mêmes qui fait que cette demande a augmenté. Il y a le fait aussi que le foie cru coûte 2 fois moins cher à l'achat qu'un foie cuisiné. Avec une production limitée, les premiers clients seront les premiers servis. On abat 2 fois plus de canards que le reste de l'année. Et au niveau de la vente, le week-end, on fait 2 fois plus de marché également que le reste de l'année. Donc tout cumulé en temps de travail, ça multiplie pratiquement par 2 l'activité. La ferme des Pas de Lille est la seule dans le nord-ouest vendéen à faire du foie gras.
On connaît le drive pour les restaurations rapides, le drive pour les courses dans les grandes surfaces. Eh bien, désormais, vous pouvez également récupérer votre commande de fruits et légumes. Depuis un mois, 2 producteurs du nord-ouest du département s'associent pour proposer ce nouveau service qui mise sur la proximité. Présentation avec Anthony Jamin. Il y a les légumes de Philippe, maraîcher à Chaland, et les fruits de Jacques, arboriculteur à Apremont. Tous deux se sont mutualisés pour vendre en direct leurs productions respectives. On se met aussi à la place des clients qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à dépenser pour aller d'une part chez le maraîcher, d'autre part chez le producteur de fruits. Eh bien, tout simplement, ça leur évite un déplacement et c'est ce qu'ils recherchent puisque le principe du drive, c'est quand même que les gens soient servis rapidement. 17h, les premiers clients arrivent. Leurs commandes passées sur Internet sont prêtes, rangées par ordre alphabétique. Il n'y a plus qu'à se servir. Franchement, les légumes sont ramassés le matin, on vient les récupérer l'après-midi, c'est génial. Les tarifs sont plus intéressants qu'en hypermarché. Et puis, on a des légumes qui sont produits sur place, qui ont du goût, qui ont vraiment du goût, qui sont des produits de saison. À l'origine, Philippe, Jacques et d'autres producteurs locaux voulaient créer un magasin de producteurs. Le concept a finalement un peu changé, mais l'idée d'allier d'autres productions aux leurs pour diversifier l'offre est-elle toujours présente? Il faut développer ça avec d'autres producteurs qui ont les mêmes façons, on va dire la même philosophie en production et en commerce, c'est-à-dire d'aller en vente directe, de développer ça. Je sais qu'à mes clients, c'est ce qu'ils me demandent. Si c'est toujours dans le même style, ah bah oui, je signe. Moi, j'attends avec impatience qu'ils fassent des petits fromages en plus. Ah, et même de la viande. Enfin, la viande, je pense que ça va peut-être se faire. Mais notamment les fromages, tout ça, c'est intéressant. Bien sûr, vous vous rendez compte, une démarche et puis tout est fait. Contact avec le producteur, qualité et saisonnalité des productions, vente directe sur l'exploitation. Aujourd'hui, certains clients veulent être au plus proche de ce qu'ils consomment. De ce point de vue-là, avec Jacques et Philippe, ils sont servis. Au chapitre culture à présent, vous le savez, le mois de janvier est marqué par l'événement musical La Folle Journée. Ce festival qui consiste à proposer de la musique classique au plus grand nombre. Eh bien, la programmation de l'édition 2014 vient d'être présentée. L'événement se déroulera du 23 au 25 janvier à Nantes, son lieu d'origine, mais également dans plusieurs villes de la région. En Vendée, 3 communes accueilleront l'événement en janvier, donc La Roche-sur-Yon, Chaland et Fontenay-le-Comte. Et des concerts auront ensuite lieu à Lisieux, mais en mai prochain. Mais quelle que soit la date, le thème sera le même, les passions de l'âme et du cœur. L'occasion pour le grand public de découvrir les œuvres de grands compositeurs. L'objectif des Folles Journées, plus que jamais, c'est de provoquer la rencontre entre le public et Schubert et Beethoven et d'autres compositeurs, car souvent on n'a pas la chance de rencontrer cette musique-là. Et donc, c'est la priorité de la Folle Journée. Alors évidemment, les thèmes peuvent changer. Vous pouvez entendre de la musique traditionnelle, de la musique dite classique, de la musique de toutes les époques. Mais notre priorité, c'est vraiment de provoquer cette rencontre. Et pour que cette rencontre entre la musique classique et le grand public soit possible, la Folle Journée propose toujours des tarifs accessibles à tous. Le prix des places de concert débute donc à 2 €. Et cette information à présent qui pourrait bien intéresser les groupes et les artistes amateurs. Les inscriptions pour le tremplin de poupées sont ouvertes. Les candidats ont jusqu'au 31 décembre pour envoyer leur dossier et seuls les 100 premiers seront acceptés. Un jury choisira ensuite 4 finalistes qui se produiront sur scène pour la dernière étape. Précisons que le gagnant jouera en première partie de l'une des têtes d'affiche du festival en juillet prochain. On va s'intéresser à présent à un championnat de France un peu particulier. Ici, ce ne sont pas des sportifs qui se rencontrent, mais des oiseaux d'élevage. Durant 2 jours, ils vont être jugés sur leur plumage et leur chant. Mais avant les épreuves, ces concurrents sont traités avec le plus grand soin, comme a pu le constater Paul Burgot à l'arrivée des spécimens aux herbiers. Regardez. Les boîtes sont à manipuler avec précaution. À l'intérieur, haras, perruches et canaris attendent, un peu stressés par le voyage. Pourtant, Manuel et Roger ont bien fait attention à ne pas les secouer. Les oiseaux ils stressent, il faut y aller doucement, calmement surtout avec les oiseaux. Si vous stressez, les oiseaux ils stressent. Après leur arrivée, direction la mise en cage, là encore, les oiseaux sont chouchoutés. On essaie de prendre soin des oiseaux en vérifiant s'ils ont bien à boire, à manger, si tout s'est bien passé pendant le transport. Et ensuite, il y a d'autres précautions, c'est l'enlogement. C'est-à-dire qu'on doit attraper les oiseaux avec délicatesse, contrôler la bague pour les mettre dans la bonne cage.
Les contrôles réalisés, les volatiles peuvent enfin finir leur voyage dans la grande salle d'exposition. Pourtant, certains bénéficient d'un traitement de faveur et ne restent pas dans la salle bien trop bruyante pour eux. Ils sont entreposés en bas, dans ce sous-sol, bien au calme. La raison, ils participent au concours de chant. En principe, ils sont entraînés pour chanter. Dans notre salle de stockage, les oiseaux seront dans la pénombre. Dans la pénombre avant d'être réveillés par une lampe qui les poussera à chanter. Car après avoir reçu tous les soins possibles, les oiseaux vont continuer à être l'objet de toutes les attentions. Pendant ces 2 prochains jours, le jury passera les examiner. Ce sera donc à leur tour de tout faire pour se faire remarquer parmi leurs milliers de concurrents. Et notez qu'après les différents concours, le public pourra découvrir les quelques 10 000 oiseaux durant tout le week-end aux herbiers donc. Et on termine avec un point sur le temps prévu pour demain et c'est le gris et la fraîcheur qui rythmeront ce mercredi 3 décembre. Les nuages seront présents dès le début de la journée et les rafales de vent accentueront la sensation de froid. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille les prévisions de cette journée. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.